Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Je dis souvent que Frank Meyer, c'est l'incarnation du rêve moderne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Frank Meyer s'est arraché à sa condition sociale, à sa condition géographique. Il a émigré du Tyrol pour les États-Unis, puis Paris. Il s'est arraché à sa condition même religieuse, parce qu'en fait, il n'était pas vraiment juif. Il n'a pas eu d'éducation religieuse. Frank Meyer se contrefichait d'être juif, jusqu'à ce que les Allemands arrivent. Tout d'un coup, il est juif dans les yeux des Allemands. Donc il s'est arraché à sa condition de départ, et il s'est inventé une vie extraordinaire. Vous savez, quand on dit c'est le plus grand barman du monde, c'est pas un débit de boisson, le bar du Ritz, c'est autre chose. C'est un monde de civilisation, c'est un monde que Frank a créé de toutes pièces, qui pendant 20 ans a réuni des grands penseurs, des grands diplomates, des esthètes. C'est un monde du raffinement. Donc Frank a créé un monde dans lequel il s'est accompli. Ça, c'est le rêve moderne. C'est-à-dire que voilà, il s'est inventé une vie jusqu'à avoir une vie plus grande que la sienne, et une vie dont il rêvait sans doute. Voilà. Mais la marge de l'histoire vient fracturer ce rêve, puisqu'en 1940, les Allemands entrent dans Paris. À l'origine du premier roman de Philippe Collin, il y a la fascination pour un lieu, le mythique bar du Ritz. Puis la rencontre avec un personnage, secret et ambigu, Frank Meyer, le barman du Ritz. Le barman du Ritz, c'est d'ailleurs le titre de ce roman paru aux éditions Albin Michel, dans lequel Philippe Collin nous invite à plonger dans l'histoire et à nous poser à tout moment la question « Et moi, qu'aurais-je fait ?» Nous sommes entre 1940 et 1944, dans un lieu qui est un modèle réduit de la France occupée, au plus près des tourments et des doutes d'un homme qui doit embrasser les mensonges et faux-semblants de cette époque troublée. Dans ce deuxième épisode de notre podcast avec Philippe Collin, nous vous proposons une découverte des coulisses de ce roman. Et commençons par le commencement. Philippe Collin nous raconte le chemin qui l'a mené à ce livre. Alors en fait, c'est une histoire assez ancienne parce que je suis de Brest. Je suis monté à Paris, comme on dit usuellement, à l'âge de 22 ans. Et je viens d'un milieu assez modeste et assez loin de Paris, assez loin des milieux culturels. Mais j'avais une petite fascination, voire grande fascination pour le Ritz, notamment parce que j'avais lu Paris est une fête d'Hemingway adolescent, où il parle du Ritz et de Fitzgerald. Et donc j'avais envie d'entrer dans le Ritz, mais je n'osais pas y entrer. Comme une sorte d'interdiction un peu sociale, un lieu qui m'était interdit pour faire vite. Et puis quand je suis entré à France Inter au début des années 2000, on va dire, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une interview au Ritz de Yoko Ono, pour tout vous dire. Et voilà que j'avais une légitimité à y entrer. Donc je suis entré une première fois, et je m'y sentais bien. Et donc je me dis, en fait, je pourrais revenir tout seul peut-être. Et j'y suis revenu 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, au petit bar, tout au bout de la Galerie des Merveilles. Et j'y allais le dimanche soir en général, il n'y a pas beaucoup de monde, avec un petit salaire, mais on pouvait boire un petit cocktail pas cher, vous voyez, donc, parce que le Ritz vous accueille toujours, c'est ça qui est assez fantastique. Et le dimanche soir, il y a moins de monde, donc on parle avec les barmen. Et notamment Colin Field, qui est vraiment le grand barman du Ritz depuis 30 ans, qui a pris sa retraite récemment, mais qui a été un grand barman du Ritz. Et il a commencé à me raconter l'histoire de Frank Meyer. Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, mais quelle est cette espèce d'énergumène émigré, autrichien, devenu français, qui a combattu durant la guerre de 14 du côté français, qui est devenu le plus grand barman du monde dans l'entre-deux-guerres, et qui se retrouve à 55 ans en 1940, percuté par la marche de l'histoire. Les Allemands entrent dans Paris, et tout son monde va changer. Ça me fascinait, donc j'ai commencé à documenter sa vie, mais pour moi d'abord, à titre personnel, parce que voilà, j'avais une sorte de tendresse pour Frank. Son chemin social ressemble parfois au mien, donc j'avais une sorte d'empathie pour lui. Et donc pendant des années, j'ai amassé des documents. Donc j'avais réuni une grande matière d'archives sur Frank Meyer au Ritz et sur le Ritz sous l'occupation. Ça m'intéressait beaucoup. Et maintenant, il y a 7-8 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette matière ? Est-ce que je vais en faire un documentaire pour la radio, un documentaire pour la télévision, une bande dessinée ? Et mais en fait, non. Je vais essayer pour la première fois, tout seul, d'écrire quelque chose. De me lancer peut-être
dans une aventure qui m'était à la fois très chère comme tentation, mais que je m'étais interdit jusqu'à présent. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans l'écriture d'un roman, sur une base historique solide, donc un roman historique, toujours en essayant de proposer aux lecteurs et aux lectrices une expérience de qu'est-ce que c'est qu'être un barman dans un monde hallucinant, qu'est le Ritz sous l'occupation, entre 1940 et 1944. Et avec, justement, proposer une immersion dans la France occupée à travers ce personnage, mais à travers le monde qui l'entoure, à la fois le monde du Ritz, mais aussi Paris, et proposer donc cette expérience à travers des émotions. Certes, c'est documenté, mais à nouveau, j'ai des muscles, de la peau, des sentiments, de la chair, des angoisses, des désirs, des inquiétudes. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de proposer ça. Ça fait 30 ans que je charrie la matière historique sur la Seconde Guerre mondiale, donc je la connais assez bien, sans prétention. Mais je me suis dit, en fait, c'est peut-être le moment où tu peux aller encore à l'étape d'après, c'est-à-dire sur la base de cette matière que j'ai accumulée, propose autre chose, propose une expérience aux lecteurs et aux lectrices. Voilà. Demain, les troupes allemandes entreront dans Paris. La France s'est dissoute comme un morceau de sucre dans un verre d'absinthe. 1 mois seulement que la bataille de France a commencé. Les panzers de Guderian ont avalé les Ardennes. On se bat à Rouen, on se bat à Senlis. La Marne a été franchie. Depuis la veille au soir, le ciel est noir de fumée menaçante. La capitale a déjà abdiqué. Elle vient d'être déclarée ville ouverte. Les Parisiens, eux, ont pris la route de l'Exode. En train, en voiture, en charrette ou à pied, ils ont emporté ce qu'ils ont pu et abandonné tout le reste. À peine 500 000 âmes demeurent terrées chez elles, et il n'y a plus guère que les rumeurs qui circulent. Le gouvernement de la République a fui avant-hier pour se réfugier à Tours. Il n'y a plus d'administration, plus de taxis, plus de police, plus de postes, plus de services publics. La panique se propage comme un feu de forêt. On a brûlé les dossiers dans les cours des ministères. Et depuis 2 jours, des bandes de pillards s'en donnent à cœur joie. Les rues sont vides, les commerces ont baissé leurs rideaux. Paris est plongé dans le silence, la solitude et la mort. Place Vendôme, pourtant, le grand hôtel Ritz demeure ouvert. Qui pourrait croire que Winston Churchill était encore là il y a moins de 2 semaines ? Les habitués des lieux ont déserté. Gabrielle Chanel s'est réfugiée à Biarritz. Le duc de Windsor et son épouse Wallis ont atterri en Espagne. Dans sa suite du 1er étage, l'héritière américaine des Woolworths, Barbara Hutton, hésite, fait et défait ses bagages. Dans la galerie des merveilles, ce boyau qui relie les 2 ailes du palace, les vitrines des enseignes prestigieuses semblent déjà appartenir à un monde révolu. Le bar Cambon a fermé ses portes avant-hier. Seul le petit bar fonctionne encore. Il a ouvert à 18h, comme tous les soirs. Le comptoir lustré, les boiseries en acajou, le cuir des abat-jours, le velours céladon des fauteuils Louis XV. Le décor n'a pas changé depuis sa création. Les bouteilles d'alcool sont rangées comme des livres dans une bibliothèque. C'est la citadelle de Frank Meyer, le barman du Ritz. C'est un roman fondé sur des faits réels où tous les personnages ont existé à l'exception d'un, presque. je Il y en crois. a 2. Il y a Luciano qui est l'apprenti, mais qui est une sorte de personnage composite d'apprenti qu'avait Frank Meyer sous ses ordres, et le diplomate Fersen, qui là aussi n'a pas existé, mais qui est la réunion de pas mal de personnages diplomatiques qui entouraient Frank Meyer. Et donc, on est vraiment plongé dans la peau de Frank Meyer pendant cette période d'occupation. On se tient en plus près de ses tourments et de ses désirs grâce à un système de double narration. Donc, il y a l'histoire qui se déroule et il y a des moments où il prend la parole et où il raconte son histoire et puis il dit ce qu'il ressent. Comment est-ce que ça s'est imposé, ça, et quel rapport est-ce que ça a créé au personnage pour vous ? Ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs versions du roman. Il y a une première version, qu'on dirait une V1, qui était écrite uniquement avec une première personne au singulier. Donc un jeu JE du début à la fin. On était dans le costume de Frank Meyer du début à la fin. Mais je me suis aperçu assez vite avec mon éditrice, par ailleurs, assez vite, non, je suis allé jusqu'au bout de la V1, c'est bien le problème, que je perdais aussi une dimension un peu surplombante qui permettait aux lecteurs et aux lectrices d'avoir une vision d'ensemble du monde qu'était le Ritz et de Paris occupé. Donc,
à la fois c'était assez grisant, mais c'était assez étriqué. Donc Anna Pavlovitch, qui est mon éditrice, m'a dit Philippe, en fait, il faudrait faire une V2 où tu serais une sorte de narrateur omniscient racontant la vie de Frank Meyer sous l'occupation, où on pourrait intégrer dans une forme italique, en italique, des voix intérieures, où tu pourrais reprendre l'idée de faire parler Frank, mais dans des moments très précis et qui soient marqués dans la page par une forme d'italique. Donc j'ai repris cette idée, j'en ai fait donc une version 2, une V2, mais à la fin de cette deuxième version, il me manquait quelque chose d'important qui sont finalement, qui est ce personnage ? Qui est Frank dans ses sentiments ? Les italiques, c'est super, mais ça ne peut pas être autre chose que quelques bribes. Donc j'ai une idée avec Anna, toujours, qui est donc une V3, qui est la version définitive, c'est à la fin de ce travail d'écriture, j'ai imaginé écrit un journal intime tenu par Frank Meyer, donc écrit en une fois, sur la base d'informations que j'avais récoltées et que je n'avais pas exploitées dans le récit. Donc j'ai écrit une sorte de journal, comme si Frank avait raconté sa vie dans un petit carnet, qui est complètement imaginaire. Ça, c'est complètement de la fiction et de la littérature. Ce que je raconte est vrai, mais ce document n'a jamais existé. Donc j'ai écrit un autre petit livre, en fait, derrière, un petit carnet, voilà, qui est raconté, Frank Meyer se racontant lui-même. Et donc je retrouvais la forme du jeu JE, tout d'un coup je me projetais dans ce que je voulais, c'est-à-dire être dans la peau de Frank Meyer, à la fois pour vivre sa vie, mais aussi dire ce qui était important pour moi, dans mon trajet social aussi, et dans mes angoisses peut-être aussi profondes. Et donc on a écrit ce petit livre en plus, qu'on a découpé, et qu'on est venu insérer dans le récit, pour qu'à la fois il y ait une double narration. Vous avez le récit 40-44 d'un barman du Ritz face aux Allemands, mais y compris un récit plus intime qui raconte d'où il vient, qui il est, à quoi il aspire, quelles sont ses angoisses, ses désirs, ses pulsions. Donc en fait, c'était assez intéressant de tout d'un coup de retrouver à la fin de la V3 ce que j'avais comme désir au début de la première version. Et ça s'est assez bien marié, c'est-à-dire que c'était assez, pour nous, c'était assez jouissif parce que tout d'un coup, Frank venait prendre vie aussi dans cette découpe, dans le récit. Tout d'un coup, on était avec Frank et j'étais très séduit par cette idée. Voilà. Et dans l'écriture, ça fait que vous vous sentiez au plus proche de Frank ? Ah oui, j'ai adoré écrire ce petit carnet parce que, évidemment, j'y ai glissé beaucoup de choses qui me concernent dans mon rapport à la vie, pensant que Frank pouvait avoir ces mêmes questionnements. Hein. Voilà, évidemment, il y a des informations biographiques qui sont authentiques, mais tout le reste, c'est une projection de moi-même, de qu'est-ce que j'aurais ressenti à sa place. Et sans doute, vous savez, je dis souvent que Frank Meyer, c'est l'incarnation du rêve moderne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Frank Meyer s'est arraché à sa condition sociale, à sa condition géographique. Hein. Il a émigré du Tyrol pour les États-Unis, puis Paris. Il s'est arraché à sa condition même religieuse, parce qu'en fait, il n'était pas vraiment juif. Il n'a pas eu d'éducation religieuse. Frank Meyer se contrefichait d'être juif, jusqu'à ce que les Allemands arrivent. Hein. Tout d'un coup, il est juif dans les yeux des Allemands. Donc, il s'est arraché à sa condition de départ et il s'est inventé une vie extraordinaire. Hein, vous savez, quand on dit c'est le plus grand barman du monde, c'est pas un débit de boisson, le bar du Ritz, c'est autre chose. C'est un monde de civilisation, c'est un monde que Frank a créé de toutes pièces, qui pendant 20 ans a réuni des grands penseurs, des grands diplomates, des esthètes. C'est un monde du raffinement. Donc Frank a créé un monde dans lequel il s'est accompli. Et il est devenu une sorte de personnage à part dans les années 30, qui était une sorte de gardien d'un temple de la beauté et de l'esthétisme. Et ça, c'est le rêve moderne. C'est-à-dire que voilà, il s'est inventé une vie jusqu'à avoir une vie plus grande que la sienne et une vie dont il rêvait sans doute. Voilà. Mais la marge de l'histoire vient fracturer ce rêve, puisque en 40, les Allemands entrent dans Paris. Et donc je me posais plein de questions. Je me dis mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? À ma manière, j'ai accompli une sorte de chemin qui peut être parallèle à celui-ci, au sien. Donc c'était assez intéressant pour moi de me dire bah alors qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Frank ? Comment tu aurais géré la situation ? Et en respectant aussi ce qu'était Frank dans ses correspondances, etc. Donc, et c'était une expérience très forte pour moi. C'est tout d'un coup, et j'ai adoré faire ça. Peut-être que c'est une sorte d'étape franchie supplémentaire par rapport au début de notre discussion. Et peut-être que je continuerai. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a donné beaucoup de joie et d'excitation.
Écrire sur le Ritz pendant l'occupation n'est pas anodin, car c'est un lieu qui existe toujours aujourd'hui et a une envergure internationale, et que cet hôtel, de tout temps, a eu une culture du secret et de la discrétion. Comment Philippe Collin a-t-il alors composé avec ces caractéristiques lors de la phase de documentation pour ce roman ? Il nous en a parlé au cours de la rencontre qui a eu lieu à la librairie lors de sa venue. Nous en écoutons tout de suite un extrait. Sur les conseils de contact que j'avais au Ritz, on m'a recommandé de ne pas dire au Ritz que je travaille sur ce livre. Le livre est sorti il y a maintenant 2 mois. Le Ritz est au courant, bien sûr. Donc, ils m'ont reçu depuis. Je raconterai rapidement l'histoire. Mais ils m'ont dit heureusement que vous ne nous avez rien demandé parce qu'on vous aurait empêché de le faire, ce livre. Pour des raisons assez simples, c'est que le Ritz protège sa clientèle. Donc, la règle d'or, c'est qu'on protège les gens qui sont là. Alors, c'est à double tranchant. Hein, vous voyez de quoi on parle. Sachez, par exemple, que le Ritz refuse tout tournage. Vous ne verrez jamais un film, une série, une publicité qui est tournée au Ritz. C'est quand vous franchissez les portes du Ritz, c'est un monde mystérieux et qui est clos. Alors ensuite, une fois qu'on se passe du Ritz et des archives du Ritz, il faut chercher ailleurs. Alors soit vous vous appuyez sur des gens qui vous aident. J'ai eu accès à une correspondance inouïe entre, je fais vite, mais pendant l'occupation, ils ont nommé un directeur par intérim qui s'appelle Hans Elmiger, suisse et germanophone, donc très important pour pouvoir parler aux Allemands. Et il est tout jeune, il ne connaît pas trop la charge. Et il y a son oncle, qui est le baron Pfeiffer, qui est en Suisse et qui est le propriétaire du Ritz, l'actionnaire principal. Et donc, comme il panique avec l'arrivée des Allemands, il écrit tous les jours à son oncle ce qui se passe, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit gérer. Et il passe par la valise diplomatique suisse. Donc, le neveu écrit et l'oncle répond à la marge. Et donc, ce qui est génial quand on fait un travail d'enquête, c'est qu'on a au jour le jour, pendant à peu près 6 mois, tout ce qui se passe, quasiment quart d'heure par quart d'heure. Donc ça, j'ai eu accès à une source extraordinaire. Et puis après, il faut se débrouiller. C'est-à-dire qu'il faut chercher dans la presse, puisqu'à la fois, la vie mondaine est toujours chroniquée dès le début du XXe siècle. Donc vous avez accès à ce qui se passe au Ritz dans les années 20, dans les années 30. Il y a des galas, donc il y a des chroniqueurs mondains qui vous racontent comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y trouve. Frank Meyer lui-même est une sorte de vedette de l'entre-deux-guerres. Ça, on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais il était extrêmement connu, Frank Meyer, au point qu'il donne des interviews dans la presse écrite, française et étrangère. Donc Frank Meyer va passer 1 mois de vacances en 1933 aux États-Unis, à New York puis à Chicago, avec sa femme et son fils. Et à peine a-t-il posé le pied à New York que le New York Herald Tribune consacre une demi-page à Frank Meyer. Frank Meyer est en ville, donc on fait un portrait de Frank Meyer. Donc vous pouvez trouver des archives comme ça dans la presse écrite de l'époque. Et puis après, c'est une aventure qui dure des mois et des mois. C'est que vous cherchez des traces. Donc ça peut être des journaux intimes de clients du Ritz. Ça peut être de la correspondance. Ça peut être un écrivain, j'en parle parce que je l'ai trouvé un peu par hasard, mais c'était assez précieux, un écrivain roumain qui est à Paris pendant 3 semaines. Il loge au Ritz, il va tous les soirs au bar de Frank Meyer, et dans son journal d'écrivain roumain à Paris, tout d'un coup, il écrit tout ce qu'il voit. Donc là, c'est bingo. Tout d'un coup, vous trouvez une première main d'un témoignage qui a passé 3 semaines au Ritz et qui vous raconte. Donc en fait, vous réunissez une galaxie de sources avec des archives plus traditionnelles. Par exemple, Frank Meyer s'est engagé dans l'armée française en 1914, alors qu'il était autrichien, pour combattre du côté français contre les Prusses et évidemment aussi contre finalement son pays d'origine. Et donc il y a un dossier militaire. Alors qu'il est étranger, donc il rentre à la Légion étrangère, il ne peut pas s'engager dans l'armée française, donc il y a un dossier à la Légion de Franck. Donc vous récupérez un dossier avec 1000 informations biographiques, sa taille, son poids, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc., d'où il vient, pourquoi il est là, etc., sa profession. Il avait ouvert un bar à Paris en 1907, donc ça vous le trouvez dans le dossier. De la même manière, sous l'occupation allemande, la Gestapo se méfie de Frank Meyer. Il est autrichien, émigré en France, devenu français en 1921. Il a fait la guerre du côté français. Il a un nom qui peut être ambigu. Meyer, ça peut être juif. Donc il y a 2 enquêtes de police, une par la Gestapo, une par la police française mandatée par la Gestapo, sous l'occupation. Donc tout d'un coup, hop, vous récupérez un dossier énorme sur Frank Meyer, puisqu'on veut savoir est-ce que Frank est fiable, est-ce que Frank est juif. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à prouver qu'il est juif, c'est intéressant. Et donc vous avez plein de sources comme ça différentes qui, à la fin, donnent une sorte de galaxie
pas complètement complète, évidemment, mais la littérature permet de remplir les trous, mais assez documentée quand même, parce qu'au fond, le Ritz a généré beaucoup de fantasmes, et donc beaucoup de gens sont venus, beaucoup de gens ont écrit sur le Ritz. Ce qui est assez fascinant avec le Ritz, c'est que c'est un modèle réduit de la France occupée, entre 40 et 44. On y croise toutes les couches de la société, à la fois des prolétaires, des nantis, des bourgeois, des prolétaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a des employés qui sont là, évidemment. Donc il y a à peu près tout le monde de la société, mais y compris tous les rôles qu'on peut imaginer sous l'occupation. C'est-à-dire des collabos, des résistants, des courtisans, des courtisanes, des profiteurs de guerre, des espions, bien sûr. Et tout ça est réuni dans un seul endroit, qui est le bar de Franck Meyer, qui est le petit bar de Franck Meyer. Et voilà que Franck se retrouve dès le départ le premier spectateur de ce petit ballet des ombres et de ce théâtre de masques. Il est derrière son bar et il va à la fois accueillir tout le monde, écouter tout le monde et observer tout le monde. Et donc je trouvais ce poste-là d'observation extraordinaire. Et un lieu extraordinaire pour décrire finalement ce que Franck voyait. Ça c'est assez précieux. Et puis, il est spectateur, d'abord. Sauf que la marche de l'histoire, les événements de la guerre, vont entrer dans le Ritz malgré tout. C'est un monde protégé, c'est un monde de luxe, c'est un monde où on n'a pas faim, on n'a pas froid, on a moins peur que dans Paris occupé, voyez. Néanmoins, l'histoire entre dans le Ritz. Et donc, de spectateur, il va devenir, presque malgré lui d'ailleurs au départ, un acteur. Il va devoir agir. Parce que tout d'un coup, les valeurs auxquelles il croit sont menacés, sont en danger, et donc il va, et pour protéger ceux qu'il aime d'ailleurs aussi, hein, il va devoir agir et devenir une sorte de... C'est pas un résistant, Franck Meyer, mais il va avoir des actes de résistance. Et donc ça en fait un personnage, donc ce spectateur-acteur extrêmement ambigu, et en fait c'est ça qui m'intéresse, l'ambiguïté de Franck Meyer, et des esprits. Ce qui m'intéresse, c'est cette complexité humaine finalement qui nous concerne tous, hein. Nous sommes tous complexes, nous sommes tous ambigus par certains aspects, et en fait c'est ce qui m'intéresse profondément chez lui. Franck, il est à la fois un peu collabo, hein. Il est là derrière son bar, il sert les officiers allemands pendant 4 ans, il profite un peu de la guerre, hein. Il y a des pourboires, donc il gagne un peu d'argent, et en même temps au bout de certains mois, au fil des épreuves, il agit au nom de valeurs qui lui sont chères. Donc il prend même des risques, il se met en danger, Franck Meyer. Et donc voilà un personnage extrêmement complexe, ambigu, qu'il est intéressant de sonder finalement pour savoir ce que c'est que l'âme humaine au fond. Comment dire, être un résistant, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire être un résistant en 40-41, c'est un acte de bravoure inouï, mais c'est une toute petite minorité. Hein. La grande majorité a plutôt réagi comme Franck Meyer. Et donc ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un homme comme Franck Meyer au fur et à mesure que les épreuves entrent dans le Ritz et que la chronologie se déploie. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse profondément. Voilà. Et grâce à l'ambiguïté de ce personnage, comme on se tient au plus proche de lui tout au long de la lecture, on ne peut s'empêcher de se demander, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et peut-être, et moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui aussi ? Est-ce que c'est aussi ça le rôle de l'histoire, de nourrir notre actualité, notre monde contemporain, de questionnement, d'interrogation, de prendre du recul aussi ? Je crois que c'est ce qui anime tous mes projets. Donc, clairement, c'est-à-dire que en effet, ça pose la question à tout le monde de qu'est-ce que j'aurais fait, sans que personne n'ait la réponse, bien entendu. Mais quand même, ça pose la question. Et évidemment que j'essaye de concevoir ces projets de podcast à la radio, ces bandes dessinées ou ce roman comme un miroir. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est il y a très longtemps, 80 ans, 100 ans, et donc on ne compare pas des époques historiques, c'est inepte de faire ça. Les années 30 ne sont pas les années 2020. Du tout. Néanmoins, il y a des ressorts un peu communs. Donc en fait, c'est un peu conçu avec mon équipe aussi pour la radio comme des miroirs. On présente ça et on se dit, alors regardez, voyez ce qui s'est passé, dans quel contexte, dans quelles conditions, voyez comment les gens ont réagi. Bon, et vous ? Qu'est-ce que vous auriez fait d'abord ? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Il y a des situations complexes,
parfois inquiétante, parfois angoissante. Le monde ne va pas très bien. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou ne pas faire? Donc il y a une dimension, je le dis assez simplement, il y a une dimension presque civique à ces objets. Je le conçois comme ça. En tout cas pour la radio, le roman c'est un peu différent parce qu'il y a une dimension littéraire entre guillemets. Donc. Mais à la radio, les podcasts, on les conçoit comme des objets politiques. Pas au sens militant ou idéologique, on essaye au maximum de s'en prémunir. D'ailleurs, il y a toutes les chapelles dans nos podcasts d'historiens et d'historiennes qui s'expriment. Mais on les conçoit comme des projets politiques dans le sens où on se dit c'est comme une éducation civique et on donne des outils aux gens pour débattre, voire peut-être des armes pour se défendre. Des armes symboliques, bien sûr, mais en tout cas un savoir qui permet de mieux comprendre le présent, de mieux analyser la situation et de se dire « Ah, ces personnages ont fait ça à cette époque-là, ça peut inspirer peut-être, ça peut donner une ligne à suivre. » Sans aucune... c'est pas un catéchisme, vous voyez, je me prémunis de ça. Je dis pas que nous avons raison, que nous savons que voilà ce qu'il faut faire, du tout. Mais peut-être que certains destins qu'on met en exergue ou qu'on détricote vous donnent des lignes à suivre ou à ne pas suivre. Faire des bons choix ou éviter des erreurs. Voilà. Je crois que ça nous concerne beaucoup. Quand je dis nous, c'est l'équipe avec moi. Ça nous concerne beaucoup et ça nous anime beaucoup, ça, dans notre production. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous accepteriez de nous livrer 1 ou 2 conseils de lecture, des livres que vous aurez marqués récemment? Alors, c'est des vieux livres. J'ai lu un livre extraordinaire de Jules Vallès qui s'appelle L'Enfant, qui est un livre qui m'a complètement bouleversé. Voilà, je ne vais pas trop en dire parce que ça se découvre. C'est un livre qui a été écrit à la fin du 19e siècle et qui raconte l'enfance de l'auteur, pour faire vite, et qui est une leçon d'humanité et de dignité humaine. Voilà, ça m'a beaucoup bouleversé. Et puis, récemment, rien à voir, mais dans un train, pour aller au Havre, j'ai lu un petit livre, tout petit livre, de l'historienne Annette Veillorka, qui était Auschwitz expliqué à ma fille. Petit livre de 70 pages, extraordinaire, voilà, qui explique beaucoup de mécanismes de ce qu'a été cette entreprise funeste d'extermination des Juifs d'Europe. Mais Annette le fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sobriété, et avec une grande agilité intellectuelle. Mais expliqué à sa fille. Donc, vous voyez, c'est accessible à tous. Et ça, je trouve ça très, très fort. Et peut-être qu'on peut relire un traité politique de Léon Blum qui s'appelle « À l'échelle humaine », qui est un livre qui a été écrit pendant sa captivité entre 40 et 45. Un livre écrit dans les prisons de Vichy, qui sortira en 1945, et qui est un grand traité politique très méconnu en France, mais qui est essentiel de lire aujourd'hui. Voilà, je crois que Léon Blum propose des horizons pour l'avenir en 1945 et il pose sur la table des choses qui nous concernent fondamentalement aujourd'hui en 2024. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Dialogue. Ce double épisode des éclaireurs de dialogue avec Philippe Collin est terminé. Un immense merci à Philippe Collin et à notre libraire Nicolas pour ses conseils de lecture. Pour vous plonger à votre tour dans l'œuvre de Philippe Collin, nous vous donnons rendez-vous à la librairie ou sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et toutes les références des livres cités au fil de la conversation sont réunies en description de cet épisode. Si vous avez aimé ces épisodes, on compte sur vous pour en parler autour de vous et les recommander chaudement à tout votre entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.